heures sans compte. Et si on pense à l'idée de lire un roman de presque 200 pages en 6 heures, 6 heures et demie, c'est attirant, c'est séduisant aussi. Ouais. Par contre, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, sûrement j'ai déjà cité, mentionné avec vous le critique français Roland Barthes. Il a un texte, je ne sais pas si ça s'appelle de la lecture, et je ne sais pas si ce texte est du degré zéro de l'écriture. Je regarde là. Mais peu importe. Non, ça importe un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un texte, Roland Barthes, il parle de ce mouvement de lever la tête pendant la lecture. Et ça, c'est très important pendant la lecture. Les moments dans lesquels on lève la tête justement pour penser, pour réfléchir, pour assimiler les idées, les événements qu'on vient de lire. Et quand on fait la lecture avec un audio-livre, on suit la vitesse, le rythme de la lecture automatique. Donc, on n'a pas ce temps de bien réfléchir à chaque partie. Mais c'est une possibilité technologique moderne pour faire une lecture peut-être un peu plus rapide. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, parce que nous avons cours aujourd'hui et la semaine prochaine, parce que je sais que je suis en dette avec vous au niveau des corrections. Et avant de commencer, à parler du roman de Michel Houellebecq, je sais que je vous dois la correction des exercices, la définition de roman et les 2 exercices de la chanson douce de Leila Slimani. Et je vous ai rendu hier la correction des problématiques. Donc, vous pouvez vérifier mes commentaires sur votre problématique pour ceux qui me l'ont rendu. Et j'ai remporté la remise du plan à la semaine prochaine. Donc, vous aurez encore quelques jours. Je vois ici que 6 personnes m'ont déjà rendu les plans et la bibliographie de la dissertation. Si vous voulez faire des changements, vous voulez changer quelque chose dans votre plan, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'arrivez pas à éditer encore le document, vous me dites et j'essaie de libérer, de voir ici comment je libère les documents à l'édition. Je vous libère le document à l'édition pour ces 6 personnes qui m'ont déjà rendu plan et bibliographie. Si c'est bon, c'est bon. Je vous rends ça à corriger la semaine prochaine. 2 secondes parce qu'il faut que j'ouvre ici le chat parce que je vois qu'il y a 2 messages. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, ça, c'est pour la dissertation. Et je répète ici ce que j'ai dit au début du cours de poésie. Ouais, je vais faire pareil ici. Je vais vous rappeler les critères des corrections de la dissertation.
Oui. Daniel, oui, on fera. En fait, je vais faire différemment parce que à propos des chansons douces, je vous ai donné deux exercices. Je sais que ça fait trop. Et pour Welbeck, je vais vous demander un petit exercice sur soumission. D'accord? Mais je vais vous donner une semaine, un peu plus, pour le faire. D'accord? C'est un contrôle de lecture. Ouais, il faut le faire. D'accord. J'attendais ton OK. Donc, j'ai mis un up dans le post dans lequel j'ai expliqué les critères de correction de la dissertation, de la version finale, parce que les étapes sujet, problématique, plan et introduction, euh, il, il n'y a pas de critères, c'est-à-dire le critère, c'est vous rendez jusqu'à la date limite, vous aurez l'attribution des points, c'est tout. Et mes commentaires. Ouais. Et comme ça, on établit ce dialogue et je vous aide aussi à améliorer la portée de votre analyse. Ouais. Mais pour la dissertation, la version finale, il y a des critères assez précis. Et vous savez, moi, je suis bien critérieux au niveau de cette correction de la dissertation. Donc, euh, et pourquoi je reviens à ces critères, c'est parce que la prochaine étape, c'est les plans et la bibliographie. Et je vous explique la question de la bibliographie ici. Donc, de correction de la dissertation, c'est-à-dire les critères qui vous attribuent des points dans lesquels vous ponctuez. Ouais. C'est la contextualisation des contenus développés. Cette idée de la contextualisation, c'est l'introduction. Ouais. L'introduction de la dissertation, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire la contextualisation, c'est contextualiser le problème de recherche, la problématique, euh, et euh, de montrer au lecteur ce que vous allez discuter, quelles sont les étapes de votre discussion et plus ou moins le chemin de votre interprétation. OK? Euh, Attends, avant que ne l'oublie, je vais commencer l'enregistrement parce que ça. Attends. Est-ce que quelqu'un avait commencé l'enregistrement ou c'était moi-même? Si je l'ai fait sans m'y rendre compte. Mais bon, il me semble que le cours, il est déjà. J'ai fait, prof. Ah, d'accord, parce que tu as été la première à entrer, Oui. n'est-ce pas? Oui, parce que D'accord. tu as oublié toujours, j'ai demandé pour vous faire. D'accord, merci. Oui. Donc, voilà. La contextualisation, c'est ça. C'est plutôt au niveau de l'introduction de la dissertation. C'est la mise en contexte du sujet, de la problématique, de quelles sont les étapes pour répondre à cette problématique, et aussi à dépendre de chaque projet, la définition d'un concept, c'est possible aussi. Deuxième point, c'est la capacité analytique et critique. La capacité analytique et critique, c'est la capacité à exécuter ce que vous proposez. Ouais. Là, j'ai travaillé avec vous le sujet et la problématique. Et la capacité analytique, c'est de
faire voir ce que vous proposez. Par exemple, pour prendre un exemple, là, je me souviens d'une proposition sur une forme de vie de Nathalie Nothomb, de travailler sur le rôle de l'obésité dans la relation entre Nathalie et l'autre personnage. Donc, l'analyse et la critique ici, c'est la capacité de montrer dans l'œuvre comment l'obésité, et montrer dans l'œuvre, c'est montrer où il y a et discuter, genre faire voir, montrer, démontrer comment l'obésité joue un rôle ou dans la relation des deux personnages. Hein. La complexité du contenu développé. Ici, c'est un autre critère parce que c'est différent de tout simplement dire ou annoncer, genre affirmer, par exemple, j'utilise le même exemple. C'est clair que dans les romans Une forme de vie, l'obésité joue un rôle dans la relation entre les deux personnages. Et si la personne ne va pas au-delà, si elle n'ajoute pas d'informations, de réflexion, c'est-à-dire que il n'y a pas de complexité, c'est superficiel. Ouais? Donc, il faut développer un peu plus cette idée-là. D'accord? Et finalement, la maîtrise du bon usage de la langue, parce que là, vous êtes étudiant de français, donc la clarté, la cohérence, cohésion et la grammaire aussi, ce sont des critères ponctués. Et il y a 3 critères ici de réduction de la note, c'est-à-dire, si tout se passe bien, vous n'avez pas de réduction. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là, il y aura des réductions. Le plagiat, c'est la réduction totale. Ouais, je n'accepte pas du plagiat. Vous êtes libre pour faire des citations, pour montrer quelles sont vos sources. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Je ne vous demande pas d'écrire une dissertation originale avec vos propres idées. Raison pour laquelle je vous ai donné les liens des plateformes de recherche d'articles académiques. Ouais. Donc, cette recherche académique, elle sert à vous donner un soutien, un support pour votre analyse. Donc, vous pouvez lire un article qui fait une analyse proche ou semblable à celle que vous proposez. Et en fait, ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire, c'est genre expliquer l'interprétation qui est dans un article et après montrer si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord ou si vous allez un peu plus loin que l'auteur d'une analyse choisie est allé. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Si vous recopiez, si vous faites un plagiat d'un document qui existe déjà, sans citer, sans dire qu'il s'agit d'une citation, parce que vous pouvez, je peux encore, je crois que je vais partager avec vous la vidéo de Deborah Jenny sur le plagiat pour vous aider avec cette idée. Parce que vous pouvez faire la référence à partir d'une citation indirecte, c'est-à-dire avec vos propres mots, mais vous dites selon Machado de Assis, etc. Donc, vous dites que c'est que vous indiquez que ce que vous dites a été dit par une autre personne. Donc, si vous recopiez et je retrouve et je cherche, comme je l'ai dit toujours,
j'ai un logiciel ici qui m'aide aussi à trouver le plagiat. C'est 0 et il n'y a plus d'accord. Okay? Deuxième point de réduction, c'est la non-conformité aux normes ABNT. Donc, vous devez chercher sur Internet ou sur le site de la bibliothèque de l'UNB les normes de formatation ABNT. D'accord? Genre New Times Roman 12 ou Arial 11, espace interligne 1,5, les citations de plus de 3 lignes avec un écart, etc. Et la mauvaise qualité, et là c'est le point central d'aujourd'hui, la mauvaise qualité ou non-exploration de la bibliographie critique. La bibliographie, et là je parle de ça parce que vous devez me rendre les plans, et j'espère que vous avez regardé la vidéo. Les plans, ce n'est pas vos intentions, ce n'est pas une lettre d'intention, c'est la structure des sous-parties de la dissertation. Je me répète, mais c'est important parce qu'à chaque fois, il y a de problèmes. Donc, c'est la structure des sous-parties. Avec les plans, je vous demande une bibliographie initiale. Donc, j'ai fait dans la vidéo une démonstration de comment on fait une recherche d'articles académiques, de thèses, de dissertations, de livres sur Internet à partir des mots-clés. Donc, je continue dans les mêmes exemples. Je peux, par exemple, taper Amélie Nothomb, une forme de vie. Et je vais voir tous les articles à propos d'Amélie Nothomb et une forme de vie. Je peux raffiner la recherche et mettre Amélie Nothomb, une forme de vie, obésité. Et peut-être je vais retrouver un article sur l'obésité dans cette œuvre. Donc, vous voyez, et là, ce que j'appelle une bibliographie de mauvaise qualité, c'est tout contenu retiré de sites Internet, de blogs, des sources qui ne sont pas signées, dont on ne connaît pas les auteurs. Et comme je disais tout à l'heure, il y a plein de sites Internet qui font des commentaires, des analyses de livres pour le bac, par exemple, dans lesquels vous retrouvez pas mal d'informations. Et ça peut vous aider. Je ne vous interdis pas de utiliser blog de préparation au bac pour comprendre l'œuvre. Mais ce ne sont pas des sources académiques, scientifiques. D'accord? Donc, si vous utilisez ces genres de références pour votre dissertation, il y aura des réductions. Parce que j'attends de vous au moins 2 articles dans votre bibliographie. Et la deuxième partie ici, c'est la non-exploration de la bibliographie critique. C'est-à-dire, il ne suffit pas de citer 2 articles dans la bibliographie. Non, il faut discuter ces articles dans votre dissertation. D'accord? Et en fait, ça semble difficile, compliqué, mais en fait, vous savez que je vous donne entre 5 et 6 pages pour faire la dissertation. Si vous faites toute votre analyse avec vos propres idées, remplir 5 et 6 pages, c'est assez difficile. Mais si vous prenez un article qui discute l'œuvre ou l'auteur, quelque chose comme ça, qui vous aide dans votre analyse, ce que vous faites, c'est la paraphrase de cet autre texte. Donc, ça rend votre service, votre analyse plus facile, en fait. Ouais. Et l'idée, c'est de
cette idée du discours rapporté. Vous allez rapporter ce qu'une autre personne a dit sur la même œuvre. Je pense que c'est clair. Je me rallonge là-dessus parce que je n'ai pas votre retour, donc je ne sais pas si vous comprenez, s'il faut parler encore plus. Donc, j'insiste un peu trop. Je suis désolé. Donc, c'est clair. D'accord? Donc, plagiat, c'est 0. Non-conformité aux normes habilité, ça réduit la note. Et pour ne pas avoir de réduction, il faut choisir une bibliographie de bonne qualité, scientifique, académique, et il faut dialoguer avec cette source, cette référence. Dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, exprimer ce que le chercheur a dit, etc. Si vous avez de doutes, vous pouvez chercher Juliana parce que on sait qu'elle est experte dans ce genre de travail académique. Et mais je plaisante, mais vous pouvez me demander aussi, me poser des questions dans les chats. D'accord? Et d'accord. Donc, vous ne demandez pas à Juliana, mais à moi. Lorena? Lorena, tu as levé la main. OK. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de... Vous m'écoutez? Vous Oui, m'écoutez? oui, 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 oui. Parce que mon Teams est terrible aujourd'hui. Le mien aussi, Lorena. Le mien aussi. Horrible. D'accord. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Parce Oui, que oui. ici, mais alors, prof, j'ai un doute. Par exemple, dans le groupe privé que tu as créé, mon offre est de la main. Tu as nous donné quelques exemples et tu partageais avec nous une dissertation que c'est que l'auteur, c'est la prof Adriana. Ah oui, c'était un article. Ouais, c'est un article et je lu et je voulais m'inspirer parce qu'elle a parlé beaucoup de choses d'intéressantes qui m'inspiraient à mon sujet et aussi que ce que je veux parler dans l'œuvre. Alors, si je peux citer elle tous les moments dans l'œuvre parce qu'elle a donné beaucoup d'exemples, beaucoup de choses très importantes dans sa œuvre, je veux mettre elle dans ma œuvre de dissertation, peut-être, parce que je ne sais pas, parce que tu as donné, je ne sais pas si c'est correct ou non. Ah oui, non, non, c'est parfait parce que il s'agit d'un article académique d'une professeure reconnue, donc qui a une valeur importante. Donc, parce que en fait, j'explique en fait, parce que pour certaines œuvres, je n'ai pas fait de recherche, raison pour laquelle je n'ai pas partagé des articles, thèses, etc., avec les autres. Mais par exemple, avec ou sur Wilbeck, comme j'avais pas mal de choses, je partageais avec le groupe. D'accord? Donc, n'hésitez pas à utiliser les œuvres ou les articles que j'ai partagés avec vous. Ça marche, il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord. Par contre, Lorraine, il me semble que l'article de Adriana est en portugais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, je vous demande, là, c'est une demande. Ce n'est pas une obligation. Mais je vous demande si vous utilisez
des œuvres en portugais ou en anglais, si c'est le cas, d'essayer de faire des citations indirectes. D'accord? Parce que comme ça, vous allez écrire en français. Parce que si vous faites, par exemple, une longue citation en portugais d'Adriana, c'est-à-dire que vous n'allez pas écrire autant en français. Et par contre, vous pouvez utiliser la technique de la citation indirecte pour exprimer les idées d'Adriana. Genre, selon Adriana, on peut voir dans l'œuvre de Marguerite Duras ça et ça et ça. Ah, parfait. C'est justement doute parce qu'elle parle en portugais. Oui, exactement. Donc, essayez de réduire au maximum ou au minimum les citations en langue étrangère, je vais dire comme ça, pas en français. D'accord? Parce qu'en fait, je pense que ce conseil, ça marche pour, même s'il s'agit d'un article en français. Parce que si vous faites des citations trop longues, vous réduisez votre espace pour vous exprimer vous-même. Et le but ici, c'est de vous faire écrire et pratiquer l'écriture académique. Ouais. Et en fait, probablement, vous avez vu, là, on a à peine commencé à cet échange des corrections, mais normalement, je rends la dissertation toute corrigée, avec tout ce qui n'est pas bien écrit, tout ce qui n'est pas clair. J'essaie de vous donner des solutions et comme ça, ça vous aide aussi à améliorer votre écriture en français. Donc, je vous encourage à écrire avec vos propres mots le maximum possible. D'accord, parfait. D'autres choses. On doit rendre vous la bibliographie, n'est-ce pas? Avant. Juste la référence, d'accord? Ah, la référence. Mais ici, après, je trouvais des autres, je pouvais mettre nouvellement parce que c'est ma grande doute parce que tu mets une date et je dis, mais j'ai juste une référence. Je n'ai trouvé des autres. Oui, oui. Non, exactement. Parce que ce que j'essaye avec ces dates limites, c'est de vous empêcher de laisser à la dernière minute. D'accord? Donc, j'essaie de vous obliger de faire au moins une partie de ce travail. Mais évidemment, pour rendre la version finale, si tu cherches quelque chose, tu trouves quelque chose de nouveau, de nouvelle, trouver quelque chose de nouveau, vous pouvez l'utiliser et faire la référence à la fin de la dissertation. D'accord? Parfait. Merci. Oui. Donc, la question, c'est pour les plans, je veux au moins 2 références. D'accord? Deux références. C'est une suggestion parce que pour les plans, si vous rendez, vous aurez la note. Ouais? Donc, il n'y a pas de vraie évaluation au niveau de l'attribution de la note. Donc, ce que je vous dis, c'est une suggestion. Justement pour essayer de lire, de chercher, d'avancer un peu dans cette recherche académique. D'accord? Mais je pense qu'il faut bien chercher au moins 2 références intéressantes. Et comme je vous ai dit dans la vidéo sur la dissertation, vous cherchez les articles et vous lisez d'abord les titres, les résumés, vous jetez un coup d'œil dans les sous-parties pour voir si ça va vous apporter une bonne information, une bonne idée ou pas. Parce que si vous trouvez un article
et vous lisez les résumés. Et vous rendez compte dès le début que ça va pas vous servir. Donc, vous n'allez pas lire l'article tout entier. Vous passez un autre article et vous voyez s'il vous servira ou pas. C'est un peu comme ça que ça marche. Il faut optimiser les temps de lecture. Ouais. Et donc, c'est que j'essaye de vous faire travailler avec la dissertation. C'est un peu les principes de la recherche académique. Ouais. Si vous voulez, par exemple, proposer à un professeur un projet de PIBIC, c'est un peu comme ça que ça va marcher. Si vous voulez présenter un projet de master une fois fini la licence, c'est comme ça que ça se fait aussi. Donc, l'idée, c'est celle-là, c'est de vous préparer à la recherche académique. À la recherche académique, mais aussi au travail de professeur, quoi. Parce que assez souvent, comme professeur, on n'a pas tout ce qu'il faut pour enseigner. Donc, il nous faut préparer le matériau qu'on utilise. Et là, le sujet, c'est la littérature, mais si vous, par exemple, je ne sais pas, si vous devez, je ne sais pas, c'est la sélection pour être professeur dans une école et on vous demande un cours de français basé sur l'approche communicative, par exemple. Vous devez faire une recherche pour concevoir votre cours basé sur l'approche communicative, par exemple. Ouais. Donc, c'est le principe de la recherche en général, la recherche académique en général. Hein. Et donc, c'est tout. Je pense que c'est tout. Attends, Marianne, quand on fait cette citation en direct, est-ce qu'on doit mettre l'extrait original au pied de page, au pied des pages? Non, non. Pas besoin de mettre la référence au pied de page. Ce qui est intéressant, c'est de mettre la référence dans votre texte. Ouais. Genre, selon Michel de Montaigne, dans son essai Les cannibales, etc. Et vous mettez, genre, vous utilisez un exemplaire de Michel de Montaigne de 2016 et vous mettre, selon Michel de Montaigne, entre parenthèses 2016, dans son essai Les cannibales, etc. Et dans les références à la fin de la dissertation, vous mettez Montaigne, Michel, etc. Et les autres informations selon la BNP. Donc, s'il s'agit d'une citation indirecte, il n'y a pas besoin de mettre le texte original. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Oui? Ça va? Peut-être, c'est parce que je fais cette question sous les extraits traduits, parce que, par exemple, quand on fait une citation d'un texte en portugais, mais mon article est en français, j'ai fait une traduction. Donc, Ah oui, mais là, c'est quand il s'agit d'une citation directe. Ouais? ah oui. Oui. Parce que si tu expliques avec tes propres mots, c'est une citation indirecte. Donc, il n'y a pas besoin de mettre le texte original. Ouais, parce que c'est indirect. Tu expliques toi-même ce qu'une autre personne a dit. Mais si tu fais une citation directe,
ce serait intéressant de traduire, je dis, par exemple, si on utilise l'article d'Adriana qui est en portugais, selon les règles d'ABNT, il serait important de les traduire. Ouais. Ce serait intéressant. D'accord? Donc, mais de toute façon, je vous laisse. Mariana, tu viens de la traduction, donc ça c'est ton domaine. Ouais. Mais pour mon cours ici de littérature, c'est plus important la réflexion, l'analyse littéraire. Si, par exemple, une personne arrive à faire une bonne analyse littéraire, mais elle n'a pas eu le temps de traduire en français les citations en portugais, et ces citations en portugais ne sont pas abusives, disons comme ça, pour moi, c'est bon. D'accord? Si la personne arrive à dialoguer avec ces citations en portugais, à expliquer les citations avec ses propres mots, ça va. D'accord? Mais l'idéal serait de traduire les citations qui ne sont pas en français. Mais ce n'est pas obligatoire. Ouais. Voilà. Encore des questions ou c'est bon? Ça Pour semble moi, ça pas... marche. D'accord. Ça semble un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Et comme je disais dans le cours de poésie, là, peut-être, comme Houellebecq, ce livre, il est plus compliqué et plus long aussi, je ne vais pas faire ça, mais pour le roman suivant, celui de Annie Ernaux, il fait 60 pages. Je vais chercher un article qui commente le roman et analyser l'article avec vous. Je pense que ce serait intéressant comme démonstration des constructions du discours critique, scientifique, d'analyse littéraire. Je pense que ce serait assez intéressant. Ouais. Je vais faire moi-même mon devoir. Vous devez faire votre devoir pour la dissertation. Je vais faire le mien pour trouver un article pas long, mais bon, un bon article, mais pas long, sur l'événement, les romans d'Annie Ernaux, et comme ça, on peut le travailler ensemble ici. Et je vous démontre un peu plus la construction dans la pratique, d'accord, de la dissertation. Je crois que c'est tout. Ouais, ça va. Et pour pour rentrer dans la discussion de Houellebecq, je partage ici avec vous. Je voulais faire un débat ici. J'aurais dû organiser les groupes avant, mais je ne l'ai pas fait. Mais on peut faire ici ensemble avec ceux qui ont avancé dans la lecture de Houellebecq. Ce livre, là, j'utilise ce livre de... attends. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ce livre-là de Cândida Vilares Gancho, Como analisar narrativas, ce livre de la série Princípios. Il est aussi disponible dans les archives. Je l'y ai déjà mis. Donc, vous voyez, c'est
je viens ici dans la table de matière. Vous voyez, c'est un livre en portugais parce que je ne voulais pas rendre cet exercice encore plus difficile. Mais comme il est assez basique, je pense qu'il peut nous aider dans cette première étape de l'analyse. Je vous explique. La semaine dernière, on a parlé de la figure de la personne de Houellebecq. Ouais. J'ai discuté la présence de l'autobiographie ou de l'autofiction dans l'œuvre de Houellebecq. Je vous ai expliqué le concept de Jérôme Meizoz qui s'applique bien à Michel Houellebecq, le concept de posture d'auteur, comment il fait la mise en scène de soi-même, parce que c'est un peu comme ça l'idée de la posture d'auteur. C'est une mise en scène de soi-même, mais d'une certaine façon, c'est dans le monde réel, dans la réalité, on fait la mise en scène de l'auteur personnage. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu comme ça. Ouais. Pour être plus clair, assez souvent, vous voyez, pour ceux qui font la dissertation sur l'extension du domaine de la lutte, et pour ceux qui ont déjà lu Soumission, le narrateur n'est pas le narrateur n'est pas le même personnage. Ils ont des noms différents dans chaque roman, mais ils ont une façon de penser, des valeurs morales, éthiques, des comportements reproduits par l'auteur ou l'écrivain dans sa vie réelle. Donc, ce sont des personnages, les narrateurs de ces deux romans, de Houellebecq, ce sont des personnages, mais les idées de ces personnages sont très proches des idées de l'écrivain, au moins les idées que l'écrivain exprime dans ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler l'espace public ou la sphère publique. Ouais? Genre, dans une interview, dans un article de presse, comme nous avons vu les opinions de l'auteur sur la pandémie. Et vous voyez, quand il dit que le monde après la pandémie sera le même, mais un peu pire, c'est la même posture pessimiste de ces narrateurs personnages. Ouais. Donc, je répète un peu la discussion de la semaine dernière. Donc, ce que nous avons vu la semaine dernière, c'était le cas de cet écrivain, Michel Houellebecq, qui joue dans ses romans, ou qui met dans ses romans certains aspects autobiographiques, mais ces romans ne sont pas forcément autobiographiques parce qu'il n'y a pas une identité des noms entre narrateur, personnage et écrivain. Ouais, parce qu'une fois que nous voyons, attends, laisse voir ici, voilà, vous voyez, nous avons ici la couverture. L'écrivain, c'est Michel Houellebecq. Et c'est affiché ici roman. Voilà. Nous avons l'écrivain, les titres, soumission, et nous avons roman sur la page. Ce n'est pas écrit autobiographie, ce n'est pas écrit mémoire, ce n'est pas écrit essai, ce n'est pas écrit témoignage,
ce n'est pas écrit quoi d'autre? Peu importe, c'est écrit roman. Donc, si c'est affiché sur la couverture roman, on va partir du principe qu'il s'agit d'un roman. Daniel. Oui. Daniel, je pense que ce n'est pas aussi une ethnographie, parce que même s'il y a de rapports pour les politiciens, des gens qui sont résistants, ça, il est un roman. Et moi, je avoue, je suis bien changée à propos de Houellebecq. Après, écouter les audios et lire, ça a bien changé mon avis. Merci, ah oui, parce que tu étais un peu... oui, parce que tu étais un peu dégoûté, n'est-ce pas de... Oui, oui, mais j'ai compris. Il fait un écran de fumée. Il fait un écran de fumée. Il faut qu'on on sache respirer. Et je pense que j'ai des expériences d'audio que vous avez nous offert. La première, oui. c'est la Vallée des Avalées. Donc, la Vallée des Avalées. Oui, il y avait une femme qui en lisant, elle avait un prosodie qui a influencé. Mais cet homme-là qui fait la lecture, il fait une lecture assez neutre. Et les moments où ça me dégoûte plus parce que je partage cette lecture en écoutant et ça me laisse à l'aise pour continuer. Et aussi, François n'est pas quelque chose de monstrueux. Il est sympa, il est humilde, je pense, dans certains moments. Merci. Quand il parle, par exemple, il fait des comparaisons drôles. Je suis aussi politisée qu'une serviette de toilette. Ça donne l'impression qu'il va se mettre en égal pour dire des choses qui sont assez difficiles à comprendre. Oui, oui, peut-être c'est dans ces cas de soumission, il s'agit d'un narrateur-personnage un peu plus empathique. Ouais. Même si, Jésuine, on peut condamner les rapports sexuels qu'il a avec ses élèves, n'est-ce pas? Parce que d'une certaine façon, il ne développe pas cette idée, mais il prend parti de sa fonction de professeur pour avoir ses rapports avec quelques élèves, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais aussi, il y a une vengeance. Et quand il dit que les femmes ont décidé de laisser sortir de la relation en disant qu'elle a trouvé quelqu'un. Oui. Et aussi, oui. Myriam, elle a 22 ans, mais elle a une maturité. Je pense oui. qu'elle est une femme adulte. Et aussi, je suis du côté de Myriam quand elle... Jésuine, elle est très intelligente. Oui, j'ai perdu un peu ta voix. Tu disais que Myriam était... Elle a une maturité. Voilà. Même si on sait qu'elle a 22 ans, elle a une maturité et elle aussi donne des leçons à François. François, ouais. Non, je suis d'accord. Mais au moins dans ce roman, ce rapport, il n'est pas abject, comme dans d'autres romans à lui. Ouais. Au moins, ce sont des personnages adultes qui sont libres aussi, et on ne voit pas, au moins à mon avis, vous êtes libre de ne pas être d'accord. Au moins, ces rapports ne semblent pas abusifs.
Ouais. Je pas vérifier, en fait. Là, je parle de ces lieux après la lecture. Ouais, je suis pas revenu au texte pour repenser ces relations avec ses élèves. Et ça me fait penser, c'est intéressant d'en parler. Je ne sais pas si vous connaissez un écrivain sud-africain qui s'appelle Coetzee. C'est un très bon romancier. Et il a un roman qui s'appelle Déshonneur. En portugais, c'est Desonra. Et c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, mais c'est proche. Ça parle d'un professeur aussi, plus ou moins comme François, c'est-à-dire, en fait, il n'était pas génial, ce professeur du roman de Coetzee. Mais lui, on avait fermé son département de littérature et il a été replacé dans un département de communication pour enseigner la littérature. Donc, les élèves n'étaient pas intéressés dans ses cours, juste quelques-uns. Et c'était un professeur de, je sais pas, 40, 50 ans. Et il a un rapport avec une élève. Et le problème, c'est que, par exemple, il cherche les téléphones de son élève dans le système de l'université. Donc, il utilise de sa place parce que ça ne commence pas avec la fille donnant son numéro de téléphone au professeur. Ça commence avec le professeur cherchant le téléphone de la fille dans le système de l'université. Donc, on voit déjà, j'utilise l'exemple juste pour vous montrer une petite différence entre abus et dans une première analyse, dans Soumission, les rapports de François avec ses élèves ne me semblent pas abusifs. Si vous avez eu une impression différente, partagez votre impression ici avec nous. Et donc, je disais tout à l'heure, donc, la semaine dernière, on a parlé de la figure ou de cette confusion entre le personnage de Houellebecq et Houellebecq, l'écrivain. Et c'est intéressant aussi parce que je ne sais pas si dans tous ces romans, mais dans la plupart de ces romans, je peux l'affirmer, ces narrateurs sont des personnages, des narrateurs en première personne. Et il y a, à mon avis, il y a une voix, uma voz, une voix qui est permanente dans ces différents narrateurs, ce qui fait penser à l'écrivain. Comme si on avait toujours derrière les narrateurs personnages, on écoutait la voix de l'écrivain. Je ne sais pas si vous avez cette impression. Mais moi, comme je connais bien l'écrivain, la personne, assez souvent, j'écoute la voix de l'écrivain à travers ces narrateurs personnages. Ce qui me fait confondre parfois les idées présentes dans les romans avec les idées de l'écrivain. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commencer une analyse structurale de l'œuvre. Et la semaine prochaine, on va débattre quelques sujets, quelques thèmes présents dans le roman. Pour continuer ici, comme je vous ai dit, nous avons les noms de l'écrivain ici, les titres, et ça, c'est pas... je l'ai fait exprès parce que dans une autobiographie, c'est important de voir, peut-être ce n'est pas un fichier roman ou autobiographie, mais s'il y a une identification du nom de l'écrivain sur la couverture avec les noms de l'écrivain
à l'intérieur du texte même, on peut parler de... il y a... Voilà. L'outil, il est... Voilà, c'est bon. Donc, s'il y a cette identification du personnage narrateur avec l'écrivain sur la couverture du livre, on peut parler d'autofiction ou d'autobiographie, évidemment. Mais ici, nous avons les noms de Houellebecq sur la couverture et dans le texte, à l'intérieur du texte, nous avons un autre nom. Et j'ai mis ici un roman, mais dans une interview, Houellebecq appelle ou classifie ou classe son roman comme une fiction politique ou politique fiction, non, fiction politique, je crois qu'il dit fiction politique, parce que c'est un rapport avec science-fiction. Ouais, parce que ce qu'il raconte, c'est un scénario, parce que vous voyez, ce livre a été publié en 2015. Je peux mettre ici, publié en 2015. Mais il parle d'un contexte qui se passe en 2022. N'est-ce pas? Donc, il fait une projection d'un futur, c'est une projection fictive, mais d'un futur possible de la France en 2022. Et vous voyez que c'est intéressant parce que quand il écrit ses romans, on est en 2014-2015, on était encore sous l'administration François Hollande, le dernier président de la République française, ou de la République de la France. Ce n'était pas Emmanuel Macron, ce n'était pas encore Emmanuel Macron. Donc, il n'envisageait pas encore la possibilité de voir Macron président de la République. Et c'est intéressant, je voulais... Ouais, on finit par entrer dans les thèmes, les contenus. Pour ceux qui ont lu déjà fini le roman, si vous ne suivez pas, si vous n'êtes pas au courant de l'actualité politique en France, il y a certaines références qui sont assez difficiles parce qu'il cite, par exemple, les initiales de certains partis politiques, comme les socialistes. Je crois que je ne me souviens pas d'avoir vu PS de Parti socialiste, mais il utilise UMP. L'UMP, elle était le parti de l'ancien président Nicolas Sarkozy. C'est l'Union du mouvement populaire, si je ne me trompe pas. Ce parti, il n'existe plus. On a changé pour républicain, si je me trompe pas, pour faire plus ou moins comme aux États-Unis. Ouais. Et vous voyez que Emmanuel Macron, il a son parti aujourd'hui qui est la République en marche, n'est-ce pas? Donc il y a, et c'est intéressant parce que la plupart de références politiques, ce sont des références de personnages politiques vraiment existants. Emmanuel Valls était le premier ministre de François Hollande. Mélenchon, Marine Le Pen, ce sont des personnages assez présents dans la scène politique française, sauf le personnage qui deviendra le président de la République, représentant de la fraternité musulmane. Celui-là, il est un personnage fictif, il n'existe pas. D'accord? Donc, voilà. Et je change ici pour vous montrer le sommaire ou la table de matière de ce texte. C'est introduction, c'est ça? Non, como analisar narrativas.
Et nous avons ici l'introduction, mais je vais utiliser ici le chapitre 2, les éléments du récit, les éléments de la narrative. Je n'ai pas souligné, mais je voudrais utiliser ça pour débattre avec vous ici la composition, la structure de ces romans. Parce que même si on ne va pas faire une analyse structurale de l'œuvre, comprendre la structure de l'œuvre nous aide à comprendre l'œuvre et d'être plus préparé pour faire face à d'autres éléments présents dans ces romans. Ça va? Donc, voyons ici, parce que l'idée, il commence ici, l'élément narratif, elle. Ouais? Je laisse de côté ici le paragraphe initial et on commence avec l'idée de enredo. Enredo, assez souvent, je change l'outil ici. En français, on utilise surtout Genette, Gérard Genette, il utilise histoire comme concept, comme c'est la traduction, on va dire. Ouais, on ne va pas trouver, c'est les mots correspondants pour l'idée de enredo. Et voyons ici ce que Gancho, comment il s'appelle son prénom? Cândida. C'est gagne faute d'orthographe. C'est pas Cándida, c'est Cândida. Donc, enredo. O conjunto dos fatos de uma história é conhecido por muitos nomes. Intriga, ação, trama, história. E vous voyez ici história como on utilise en français. No âmbito desse livro, adotaremos o termo mais largamente difundido em português, né? Enredo. Duas são as questões fundamentais a se observar no enredo. Sua estrutura, vale dizer, as partes que o compõem, e sua natureza ficcional. Começamos por esse aspecto. Ela vai começar pelo aspecto ficcional. Mais, si on prend l'idée ici, comme la structure, ou sinon pour ne pas compliquer l'histoire, pensons à cette idée de verossimilhança, en français, vraisemblance. Oui. Qu'est-ce que cette vraisemblance? Si c'est un mot... elle va dire ici, verossimilhança, é a lógica interna do enredo. O que torna verdadeiro para o leitor é a lógica interna do enredo que o torna verdadeiro para o leitor. É, pois, a essência do texto de ficção. Seguimos. Os fatos de uma história não precisam ser verdadeiros. C'est-à-dire, ils peuvent être fictionnels. Ouais. Et même, quand on parle de vraisemblance, ils peuvent être fictionnels et ils peuvent aussi ne pas exister au monde, dans la réalité. Comme je vous ai dit récemment, si on regarde les Pirates des Caraïbes, il y a un personnage qui a une tête de pulpe, de polvo. Dans le film, c'est vraisemblable. D'accord? Parce qu'on parle d'une espèce de légende, quelque chose de maudissant, quelque chose comme ça. Donc, ça, dans l'histoire de Pirates des Caraïbes, c'est vraisemblable. D'accord? La vraisemblance, ce n'est pas forcément un synonyme de fiction. D'accord? D'une certaine façon, cette vraisemblance, on peut dire que, oui,
semble vrai. Donc, il y a un rapport avec l'idée de fiction. Mais par contre, la vraisemblance signifie une cohérence interne du texte. D'accord? Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui n'est pas vraisemblable. Oui, par exemple, moi, je suis fan. J'aime vraiment le premier film de la série Rambo de Stallone. Pas Stallone, Stallone. Et j'aime vraiment. Ça montre les soldats américains qui reviennent de la guerre du Vietnam avec des troubles psychologiques. Quelqu'un qui est vraiment préparé pour tuer des gens et qui ne rencontre pas de place dans la société américaine. Et je vous conseille de le regarder. C'est super. Par contre, à partir de Rambo 2, nous avons un soldat, Rambo 2, il revient au Vietnam pour rescaper, c'est ça? Je vérifie ici juste pour... Oui, pour rescaper les soldats américains pris en otage au Vietnam. Et c'est lui tout seul qui tue l'armée vietnamienne avec des armes volées, improvisées, parce qu'il perd son sac à dos, quand il saute, il fait un saut au parachute. Donc, vous voyez que la possibilité d'un seul homme, même bien préparé, de tuer tous les soldats vietnamiens et arriver à rescaper les otages américains. Ça ne semble pas très vraisemblable. Et surtout, il y a des scènes, par exemple, qu'il passe en courant avec sa mitraillette et il tire sur les soldats vietnamiens. Les soldats vietnamiens tirent sur lui, mais il n'est pas atteint par les tirs vietnamiens, mais il tue tous les soldats vietnamiens. Donc, vous voyez, cela n'est pas très vraisemblable. Ça, c'est un problème de cohérence interne de l'œuvre. OK? Par contre, le premier est assez vraisemblable. C'est une fiction, parce que ce n'est pas un documentaire, mais aussi il est vraisemblable parce que si on pense aux soldats revenant de la guerre avec des troubles psychologiques, c'est tout à fait possible. Donc, revenons ici au texte, os fatos de uma história não precisam ser verdadeiros no sentido de corresponderem exatamente a fatos ocorridos no universo exterior ao texto, mas devem ser verossímeis. Isso quer dizer que, mesmo sendo inventados, o leitor deve acreditar no que lê. Velozes e furiosos. On ne croit pas ce qu'on voit. C'est ça. Essa credibilidade advém da organização lógica dos fatos dentro do enredo. Cada fato da história tem uma motivação, causa, nunca é gratuito e sua ocorrência desencadeia inevitavelmente novos fatos, consequência. Un autre exemple récent que j'ai utilisé avec vous, la série Dark. Il y a la série Dark, elle marche sur la ligne, sur le fil de la vraisemblance. Par exemple, l'idée qu'un personnage est fils ou est fille et mère d'un autre personnage, ce n'est pas très vraisemblable. Après, on explique à cause de la faille du temps et qu'un personnage a été retiré de son temps, emmené vers le futur, et puis, je ne sais pas, c'est trop compliqué.
Et là, on arrive, mais quand même, moi, je n'arrive pas, j'ai compris la logique, j'oubliais les noms de personnages de Dark, mais il y a la fille qui est muette, qui ne parle pas, et elle est mère et fille d'un autre personnage. Même si on comprend la logique de la faille du temps, du voyage temporel, moi, je n'arrive pas à accepter qu'il est possible à un même personnage être mère et fils d'un autre personnage. Pardon, mère et fille d'un même personnage. Donc, il y a un problème de cohérence là. Voilà. Donc, ça, c'est cette idée de la nature fictionnelle. Je souligne ici. Pardon. La nature fictionnelle et la structure. Donc, cette nature fictionnelle, on va parler de vraisemblance, ce qui semble vrai, mais aussi de ce qui a de la cohérence interne. D'accord? Par exemple, et pour ne pas parler abstraitement ici et oublier les romans qu'on étudie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Houellebecq a écrit ses romans je ne sais pas quand il a commencé, mais il a publié les romans début 2015. Et il parle d'un contexte d'élection présidentielle en France en 2022, donc au futur. Ce que nous voyons, ce que nous avons dans ces textes, dans ces romans, c'est de la fiction. C'est clair. Donc, c'est vraisemblable, c'est de la fiction. Par contre, ce qu'il propose ici, c'est de penser à la République française face à un dilemme d'un deuxième tour aux élections présidentielles entre un candidat d'extrême droite ou une candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, qui existe vraiment, et un personnage fictif représentant de la fraternité musulmane. Et ce n'est pas par hasard que lui, il propose ce dilemme dans ses romans, parce que dans les années, la décennie de 1990, quand Jacques Chirac a été élu, les Français ne se sont pas engagés dans les élections présidentielles. Il y avait un candidat de gauche, dont les noms je ne me souviens plus, mais il y avait Jacques Chirac et quand ils se sont rendus compte, les Français qui ne se sont pas engagés dans cette élection, le vote n'est pas obligatoire en France, ils ne sont pas allés voter au premier tour, et ils se sont retrouvés à un deuxième tour entre Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite. Attends, là, je ne vais pas vérifier, je pense que ce n'était pas Marine Le Pen, mais son père, le père Le Pen, j'ai oublié son prénom, et Jacques Chirac. Mais peu importe si c'est Marine Le Pen ou son père. Le plus important, c'est qu'ils avaient un candidat d'extrême droite qui avait des chances d'être élu, et Jacques Chirac. Et la France a dû se mobiliser pour élire. Attends, je n'ai pas ici le chat et j'ai vu que ah oui, Julien, je crois que c'était le père. Moi aussi. Et donc, la France s'est mobilisée pour élire Jacques Chirac, pour ne pas avoir un président d'extrême droite
antisémite, raciste, etc. Et donc, pour ceux qui ont lu Jean-Marie Le Pen, merci Luciana, Jean-Marie Le Pen. Et donc, pour ceux qui ont lu l'extension du domaine de la lutte, on voit l'enjeu racial ou ethnique présent dans ce roman. Et on voit déjà, on sait que Houellebecq est un peu réactionnaire. Ouais. Donc, il met en scène dans l'extension du domaine de la lutte cette question cette question raciale liée au métissage et à la difficulté d'intégration en quelque sorte en France. C'est une question vraiment existante en France. Et là, après, des années plus tard, nous avons une présence plus forte des musulmans en France. Nous avons aussi une radicalisation du discours de certains musulmans qui vont flirter avec le djihadisme. Et donc, là, on ne dit pas que l'islam est extrémiste ou que l'islam est une religion de terroristes. Ce n'est pas ça. Et c'est intéressant aussi de voir que le portrait qu'il fait du personnage, les candidats, j'oublie son nom. J'oublie assez fréquemment son nom. Il n'est pas un extrémiste, mais il est un religieux quand même. Ouais. Donc, c'est intéressant parce que l'image qu'il porte dans ses romans de l'islam, au moins de la fraternité musulmane, ce n'est pas... quand je dis extrémiste, j'essaie de dire terroriste. Parce que si on considère l'imposition de la charia à la société française, comme on voit dans les romans, on est au niveau de l'extrémisme, n'est-ce pas? D'un extrémisme religieux, mais pas dans un extrémisme terroriste. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut parler? Professeur, oui, excusez-moi, mais le problème, c'est que vous racontez ce qui n'est pas clair. Dans la page de 60, les informations ne sont pas enchaînées parce qu'il y a des espions, il y a des journalistes, des informations qui sont ombres. Et au fur et à mesure, ça confuse, ça devient aussi plus clair parce que la deuxième de la présidentielle est presque un tourment qui va arriver. Je sais pas, ce n'est pas facile. Je pense que dans une deuxième lecture, on aura cette condition structurelle à moi, parce que maintenant je comprends avec ton explication, mais avant, non, je suis curieuse parce que il y a un nucléo universitaire qui va grandir. Les informations de François ne deviennent pas le mari de quelqu'un, il va voyager, il va regarder la nouvelle par BBC ou chaîne qui n'est pas française. Oui. Française.
Ça me dérange un peu parce que je suis anxieuse et je ne peux pas retourner à la lecture. Merci. De rien. Oui, et donc, voilà. Donc, je parlais de vraisemblance. Ce qu'il propose ici, c'est une fiction politique qui se passe dans l'avenir, dans le futur, mais elle est cohérente et possible. Ça, c'est le plus important. Au niveau, et comme toute science-fiction, c'est important qu'elle soit cohérente internement, à l'intérieur du récit. Il faut avoir de la cohérence à l'intérieur du récit. Et ce qu'il nous propose, et en fait, souvenez-vous de la lettre de Houellebecq de la semaine dernière, il fait un portrait, un diagnostic intéressant de la société de la pandémie, de la même façon qu'il fait un diagnostic intéressant de la société française en 2015. Et quand il dit ça, il le dit avant le premier attentat terroriste contre le Charlie Hebdo. Je vous ai dit, je crois l'autre jour, qu'il a donné une interview. Je vais vous disponibiliser cette interview au journal des 20 heures. C'est comme journal national en France. C'est le journal des 20 heures de France 2. A un journaliste hyper célèbre, David Pujadas, qui est cité dans le roman, qui est peut-être qui était à cette époque le journaliste politique peut-être le plus célèbre de France, et c'était celui qui faisait la médiation de débats politiques aussi, et des interviews avec les candidats à la présidentielle. Donc, ce qu'il propose, c'est quelque chose de possible. Et de possible, et surtout, c'est encore plus vraisemblable parce que le portrait qu'il fait de la société française en 2015, il est assez proche je vais dire proche de la réalité, mais dans un sens, il est capable de relever des aspects présents dans la société, relever des aspects importants, sensibles, des aspects sensibles de la société française à cette époque-là. Et en fait, l'enjeu le plus important de ce roman, c'est si l'intellectualité française représentée ici par les professeurs à l'université, s'ils sont... L'idée, ce n'est pas d'être capable, mais s'ils sont disposés à perdre un peu de leur liberté pour maintenir leur poste et leur réputation au centre de la société française. Pour vous donner un exemple, ce serait plus ou moins ici au Brésil aujourd'hui. On avait en 2018, au deuxième tour de présidentielle, Fernando Haddad, candidat de gauche, et Jair Bolsonaro, candidat de droite, pour ne pas dire extrême droite. Nous avons eu le choix, nous avons, en tant que pays, je ne dis pas nous, vous et moi, j'affirme pas que vous avez voté pour lui, mais il a été élu. Donc, au niveau du pays, nous avons choisi Jair Bolsonaro. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on assiste à un président autoritaire. Et ça, ce n'est pas idéologique, d'accord? C'est un portrait, un diagnostic
de l'administration Bolsonaro. On voit qu'il utilise la machine, le mécanisme, les institutions à un usage personnel pour protéger ses enfants, pour se protéger lui-même, et il essaye de faire passer certaines décisions, certaines lois autoritaires. Pour vous donner un exemple, c'est le choix. En fait, là, il suit la loi d'indication des recteurs des universités publiques, des universités fédérales. Il suit en fait la loi, mais Weintraub a passé une loi qui permettait au président et au ministre de l'Éducation d'indiquer n'importe qui au poste de recteur des universités fédérales et des instituts fédéraux. Et la loi, en fait, elle a été annulée par le Parlement, le Congrès ici. Mais pour faire un portrait parallèle, imaginons que Bolsonaro devient de plus en plus autoritaire et il force une dictature ici au Brésil. Une dictature pour faire un portrait encore plus fidèle au modèle de Houellebecq, une dictature évangéliste, n'est-ce pas? Et je reçois, moi, en tant que professeur de l'UNB, je reçois une lettre qui me demande de quitter mon poste de professeur de littérature française ou de devenir évangéliste. Et voilà, c'est plus ou moins le même scénario. Oui, évangéliste. Je vérifiais ici. Évangélique, c'est l'adjectif, mais évangélique, l'adjectif, mais la personne évangéliste. Donc, comme si je recevais ici une lettre du gouvernement me demandant de ma conversion à une religion évangélique pour garder mon poste de professeur à l'université. Et l'enjeu, en fait, ici, c'est au lieu de résister et le risque de perdre la position ou perdre pouvoir, certains intellectuels français, dans le roman de Houellebecq, ont accepté ce que proposait le président Benabès et aussi, d'une certaine façon, ils ont été achetés au coût d'un salaire plus haut. N'est-ce pas? Le salaire a augmenté de 3 fois. Donc, la proposition, c'est celle-là. Vous vous convertissez comment on dit ça, le protestantisme, si on peut le dire, et vous aurez un salaire plus haut et vous gardez votre poste. Si vous ne voulez pas, si vous êtes athéiste ou quelque chose comme ça, vous quittez votre poste, mais je vous donne quand même, pour ne pas déranger la transformation sociale, vous pouvez partir à la retraite avec l'intégralité de votre revenu, de votre salaire. Donc, c'est les deux possibilités. On achète les intellectuels, on donne de l'argent aux intellectuels pour qu'ils ne fassent pas une révolution, pour qu'ils ne fassent pas une résistance.
OK? Donc, là, on est au niveau, je reviens ici au texte, on est au niveau de la vraisemblance et de la nature fictive du texte. Et ici, on parle de partie de l'histoire. Donc, nous avons ici l'idée de conflit. Je vous ai déjà parlé de conflit, donc elle définit le conflit ici comme qualquer componente da história, personagens, fatos, ambientes, ideias, emoções que se opõem a outro, criando uma tensão. La tension, c'est quelque chose d'important quand on parle de conflit, criando uma tensão que organiza fatos da história e prende a atenção do leitor. Par rapport à ces romans, Soumission de Houellebecq, quel est le conflit, à votre avis? Quel est le conflit à votre avis? J'attends votre réponse. Professeur, c'est Juliana qui parle. À mon avis, bon, je pense que le narrateur, on ne sait pas finalement s'il va vraiment devenir un musulman, mais à mon avis, je pense, bon, il y a une question par rapport à l'académie, parce qu'une fois que moi j'accepte ma retraite, ok, je vais avoir mes revenus, mais finalement, je serai laissée de côté. Et aussi, la question du mariage. Moi, j'ai remarqué que pour lui, c'était très important de savoir comment serait la relation avec les femmes. Oui. Ça veut dire la question du non, pas le contraire de monogamie. La polygamie. La polygamie. Moi, j'ai senti une tension, un conflit pour lui, aussi par rapport à la question culturelle de pouvoir se marier avec plus d'une femme. Je ne sais pas. Ça, c'est intéressant, de penser à la polygamie et aussi à la place de la femme, parce qu'il n'y a pas de résistance féminine dans ces romans. Oui, tout à fait. Et même si, bon, moi, je ne pense pas aussi, comme toi, que le narrateur, il est bon, que les relations, elles sont abusives. Mais finalement, il est très, très, très machiste. On voit bien ça, l'image qu'il fait des femmes est horrible, à mon avis. Oui, ouais. Et dans ce livre, ce n'est pas la pire. Parce que dans son roman de l'année dernière, Sérotonine, c'est encore pire. Ouais. C'est dégoûtant. Probablement, vraiment. Je m'arrête là, professeur. Probablement, je vais m'arrêter dans ce roman. Oui, mais vous voyez, comme je disais l'autre jour, par rapport à l'aspect, à la condition abjecte, dérangeante de roman de Houellebecq, il suffit de regarder autour. Ouais, au Brésil d'aujourd'hui, si on pense que ne pas lisant des romans de Houellebecq, on sera protégé de ce genre de choses, non. Mais par contre, le roman, je pense qu'il nous aide aussi à réfléchir à ces problèmes de la société. Je ne sais pas, cette semaine, par exemple, sur Twitter, nous avons un débat, une dénonce des professeurs de Alphacon, cette école qui prépare
les gens pour passer le concours de la police fédérale avec les atrocités qu'ils disent dans des vidéos. Et il y a de propos assez sexistes aussi, violents et sexistes, quelques-uns. Donc, ce que je veux dire, c'est ce n'est pas facile, mais ça nous fait penser à la société d'aujourd'hui aussi. C'est ça, en fait. Je fais aucune défense. Je fais aucune défense de, je sais pas, qu'on puisse avoir un plaisir esthétique, vous voyez, à partir de ce genre de choses. Oui, donc, pour finir ici, il est presque midi, pour parler de conflit, on peut parler peut-être pas forcément un seul conflit dans le roman. D'abord, un premier conflit, on pourrait dire, c'est les élections ou l'élection du candidat de la fraternité musulmane, d'abord. Mais on peut parler aussi d'un autre conflit ou de deux autres conflits au niveau personnel du narrateur. C'est quand il quitte l'université pour ne pas convertir à l'islam. Et l'autre correspondant à ce que Juliana vient de dire, n'est-ce pas? Les conflits de repenser à son poste et de faire la conversion et accepter les jeux, les règles, les nouvelles règles du jeu. Professeur, C'est un autre conflit. Je pense Oui. qu'il y a aussi dans le roman tout à fait le conflit culturel par rapport le nouveau président et les extrémistes aussi des droites. Donc, je pense que ça devient très fort aussi dans les romans. La question de fuir, par exemple, de ne pas accepter l'imposition de la culture de l'étranger, parce qu'il y a aussi une question de nationalisme et tout ça. Oui. Peut-être. Oui, c'est drôle quand il parle à Myriam et elle dit qu'elle ne veut pas partir en Israël. Et elle dit, moi j'aime la France, j'aime le fromage. Comme si le rapport à la nation, à la République, se résumait à ce genre de choses. Ouais. J'aime le fromage, comme si le fromage était la République française. On peut dire que c'est quand même une institution française, le fromage. Mais défendre la République, ça va au-delà d'aimer le fromage. Ouais, un signe de nationalisme, oui, une caractéristique française, mais quand même, on attend un peu plus de ces éléments nationalistes. Et vous voyez, ça c'est aussi intéressant de parler de ce nationalisme, parce que la famille de Myriam, ok, d'accord, elle est d'origine juive, mais quand même, il tout simplement quitte le pays. Et il quitte le pays sans résister, sans vouloir rester, sans faire face à ces changements de régime. Et Myriam quitte la France disant qu'elle aime la France, qu'elle aime le fromage, et puis elle s'adapte très bien en Israël. Au moins par rapport à ce que François nous raconte, ouais, nous laisse savoir, n'est-ce pas? Donc, nous avons un sentiment de nationalisme, de nationalité, une identité nationale assez faible. N'est-ce pas? François, il ne résiste pas, mais Myriam, qui quitte le pays, ne résiste pas non plus.
Ouais, on ne voit pas d'effort de défendre la France telle qu'elle est aujourd'hui ou telle qu'elle est avant ces élections, n'est-ce pas? On accepte tranquillement. Soit on accepte ne pas résistant, d'abord, François ne résiste pas, et puis la conversion, la soumission. Ah, et ça, c'est important. Vous voyez que le titre du roman n'est pas la conversion, mais la soumission. Moi, je pensais pendant la lecture, professeur, la question de la soumission, au moins, je ne sais pas, je ne connais pas trop la religion musulmane, mais il me semble, à partir de l'explication ouais, que le directeur donne à François, c'est exactement la question de la soumission. La soumission, oui. Bon, la soumission de la femme aux hommes, mais aussi la soumission de l'homme à Dieu. Quoi. Et oui. Finalement, la soumission du personnage à la religion, à ce changement, oui. À la conversion. Ouais. Et comme ça, on voit aussi, il y a peut-être, si on quitte un peu les niveaux du roman et on passe au niveau de l'écrivain Houellebecq, il est assez critique à la présence de l'islam en France. Et donc, d'une certaine façon, cette fiction politique sert à dénoncer une islamisation de la France, une soumission de la France à l'islam. Et là, ce que je dis, c'est au niveau de Houellebecq. Ce n'est pas, comment je peux dire, je ne défends pas cette idée. D'accord? C'est important de le dire. D'accord? J'ai un peu l'impression, par rapport à ce que je connais de Houellebecq, comme si il dénonçait un peu cette islamisation en cours. D'accord? Donc, et pour parler de ces conflits, nous avons exposition ou introduction, c'est quand on présente l'histoire, le contexte, etc. Le développement, déploiement ou complication, c'est quand ça rend plus compliqué, plus difficile. Climax, le climax, en fait, ça dépend de l'histoire. On peut voir plus d'un, plus qu'un aussi. D'accord? Il y a un nom pour la conclusion, mais un synonyme de désenlace. Je cherche ici juste pour avant de finir. En français ou en portugais, professeur? En français. En français. Dénouement? Non. Oui, voilà. Voilà. Dénouement. C'est drôle parce que Google Traducteur, il dit résultat, mais c'est pas ça. C'est dénouement. J'écris ici pour vous. Mais je savais parce que j'étais ton élève. Depuis quelques années. Je vais mettre une note ici pour ne pas changer l'outil ici. C'est dénouement. Vous voyez ici à côté. OK? J'arrive pas à zoomer un peu plus parce que l'idée, en fait, ici, c'est de faire les nœuds. Vous voyez, un nœud, un lacet, genre nó, seria o... exatamente, desenlace, né?
desenlace um laço, tem um nó. Aí você desfaz o laço, você desfaz o nó. Donc, il y a un nœud, un lacet en français, et quand on le défait, on fait le dénouement de cette action. OK? Donc, voilà, pour aujourd'hui, je n'ai pas trop avancé, en fait, parce qu'il y a d'autres aspects. Par exemple, l'histoire psychologique, parce qu'en fait, ici, ce sont des concepts. Ouais. Cela ne veut pas dire que on va retrouver un roman pur, avec un seul climax où c'est psychologique ou ce n'est pas psychologique. Par exemple, le roman La jalousie de Rod Grillet n'a rien de psychologique, ça c'est sûr. Il n'a rien de psychologique, mais c'était le but de l'auteur. Mais genre Houellebecq, par exemple, nous avons des moments de dialogue, des moments de pensée psychologique, etc. Donc, on peut penser à cet aspect psychologique dans le roman de Houellebecq. Et par contre, la semaine prochaine, on reprend cette idée, mais la semaine prochaine, je vous demande, pour ceux qui n'ont pas encore fini la lecture, de la finir, parce qu'on va faire un débat, je vais vous apporter quelques sujets de discussion. Je vais vous séparer en équipe, en groupe. Vous aurez le temps de débattre ensemble et puis on va se remettre en grand groupe et vous allez partager vos discussions avec les autres camarades de cours. OK? Donc, juste pour terminer, vraiment terminer, au niveau du personnage, c'est assez centré sur le narrateur, n'est-ce pas? Et les autres personnages, on pourrait dire qu'ils sont des satellites. Ils gravitent autour de François et ils n'ont pas la même profondeur du narrateur, n'est-ce pas? Et je vous laisse donc avec cette idée-là à réfléchir. Et on reprend la semaine prochaine et je vais partager avec vous l'interview de Houellebecq, l'interview qu'il a donnée à la veille de l'attentat de Charlie Hebdo. C'était pour la sortie de ce livre. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ou pas? On peut terminer. Tout est clair. Donc, voilà tout pour les plans et la bibliographie de la dissertation. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine. Je le répète. Ça va? Je vous souhaite un bon après-midi. J'espère avoir motivé ceux qui n'ont pas encore fini la lecture. Et comme je vous dis, après la semaine prochaine, on fera une petite activité. Donc, il faudra avoir fini la lecture du roman. C'est bon? J'arrête ici le partage d'écran. C'est clair, c'est clair. OK, parfait. D'accord. OK, bon après-midi. Et on se revoit la semaine prochaine. D'accord? OK. Et j'arrête ici, Lorraine, l'enregistrement.